Bonus Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Alors No Win Scenario est le titre VO de l'épisode de Picard de la semaine, soit tous perdants pour le titre en VF. Alors ça évoque bien sûr des choses pour les vieux fans, en tout cas ici c'est clair que c'est plutôt un win scénario en ce qui nous concerne car nous sommes plutôt gagnants. Engage. Jean-Luc Picard. We will have vengeance. You and I have traveled to the far reaches of space. But something's different now. This is the end, my friend. Working. Alors pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul, j'aurai avec moi un équipage d'élite, avec le retour de Manon. Salut Manon. Salut tout le monde. Le retour aussi de Quentin. Salut Quentin. Salut, merci beaucoup. Et de notre lieutenant Bajoran, Marina. Salut Marina. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer le podcast à proprement parler, je vais lire quelques messages subspatiaux qu'on a reçus par rapport au podcast de la semaine dernière. Alors tout d'abord, on va dire un gros merci à Rosalie Berger sur Facebook, alias Karine Carion, qui nous a fait remarquer que Todd Stawick, l'interprète de Shaw, avait aussi joué Talok, donc un Vulcain, en saison 4, épisode 9 de la série Star Trek Enterprise, il y a presque 20 ans. Et moi je l'avais pas du tout reconnu, donc c'est vraiment bien vu. Et elle nous dit aussi, je sais pas si vous en avez parlé dans le podcast, mais j'étais très gênée par les mouvements incessants de caméra dans toutes les scènes de discussion, et encore plus étonnée de voir à la fin de l'épisode que ça avait été réalisé par Jonathan Frakes. Alors c'est vrai que moi j'en ai pas parlé, je l'ai pas évoqué la semaine dernière, mais c'est vrai que j'étais un petit peu embêté, notamment les scènes avec Crusher, la discussion de Crusher et Picard, parce que oui, c'est à un moment donné, la caméra, faut la poser sur un trépied, ça sert à rien de faire de la caméra à l'épaule pour des champs contre champs dans une discussion intense comme ça. C'est vrai que ça m'avait un petit peu gêné, mais c'était quand même rien par rapport à ce qu'on avait vécu sur les saisons de Discovery par exemple. Et notamment, cette semaine, l'épisode est aussi réalisé par Jonathan Frakes et je trouve que c'est du coup la mieux. Là, je trouve que la caméra est beaucoup mieux posée. Alors sur Twitter, on a aussi Hugo de la chaîne YouTube Confession d'Histoire qui nous dit qu'en gros pour lui c'est du grand n'importe nawak, comme tout l'épisode, voire série. Ça n'a de sens et encore que dans le contenu d'un Starfleet dystopique et grim comme représenté dans toutes les séries Kurtzman. Dire que dans Next Generation les vaisseaux étaient habités par des familles avec enfants. De toute façon, plus personne ne se comporte en Starfleet Material dans ces séries. Pas une seule décision intelligente ou moralement responsable qui soit digne d'une humanité différente car Enlighted, ils sont tous aussi égoïstes et égocentrés que nos contemporains. Maintenant, ça pulvérise à tout va, le stun mode a disparu des phasers ou quoi. Et ça ne pose plus de questions. Donc voilà. Il y a des gens quand même qui ne sont pas complètement d'accord avec nous, qui trouvent que la saison 3 de Picard, c'est pas ouf. C'est un peu violent. Ouais, c'est un peu violent, je trouve. Mais bon, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Et tout pour faire une galaxie, en tout cas. Sinon, on avait lancé aussi un sondage, je ne sais pas si vous avez participé, mais en tout cas, le résultat, c'était à propos des explications de Beverly Crusher pour le fait d'avoir caché son fils à Picard. Et figurez-vous que seulement un tiers des personnes qui ont répondu à ce sondage donc, ont été convaincues par les explications de Beverly. J'en fais partie. T'en fais partie, bah, c'est bien. En tout cas, il n'y a que 31,4% des gens qui ont été convaincus quand même, donc tu fais partie de ces 31,4%. 25,5% n'ont pas du tout été convaincus et il y a le reste, c'est 43,1% qu'en gros ils savent pas. Donc pour l'instant ils attendent sûrement de voir venir ce qui va se passer dans la saison pour se décider complètement. Et du coup justement Manon, toi t'as été convaincu, tu peux développer un petit peu ? C'est en fait, pour être honnête et surtout au vu du développement de l'épisode 4, on a quand même l'impression qu'il reste une anguille sous roche comme on dit. Donc finalement je pense que c'est la team des j'attends de voir qui ont sûrement raison, mais dans le contexte de la conversation que j'ai trouvé absolument géniale entre Picard et Beverly, moi j'ai été absolument convaincue, j'étais assez d'accord avec ce que tu disais la semaine dernière sur le fait qu'en fait chacun a raison
dans ce qui... À la fois, je trouve que Beverly, elle avance des arguments qui se comprennent sur le fait que elle avait déjà perdu un mari, un enfant, et qu'elle avait cette peur, tout simplement, de recommencer ce même cercle. Enfin, en tout cas, que l'histoire se répète. Et du coup, elle a cherché un moyen de faire différemment. Enfin, c'était une espèce de crainte. Alors, on la trouve justifiée ou pas, mais en fait, elle le présente comme quelque chose qui est de son ressenti. Et en fait, personne peut lui... Enfin, c'est tellement bien joué par l'actrice que moi, je peux pas dire, non, c'est pas possible qu'elle ait ressenti ça. Parce qu'en fait, elle a l'air de l'avoir ressenti. De la même façon que Picard, il est extrêmement blessé, qu'elle lui ait pas laissé le droit, lui, de choisir s'il voulait cette vie de famille ou pas. Et je trouvais la conversation absolument dévastatrice d'émotions, en fait. Sur chacun a raison, chacun est blessé, chacun... Enfin, je sais pas, ça reste ma scène préférée de cette saison et de ce début de saison, et on en reparlera après, mais je trouve que dans l'épisode 4, il y a peu d'interaction entre les deux, je trouvais ça dommage. Et toi, Quentin, tu fais partie des convaincus ou pas ? J'avais répondu j'attends de voir parce que je me doutais qu'il y avait autre chose et l'épisode le prouvait un peu là cette semaine, mais j'ai été quand même plutôt convaincu par je comprends parfaitement pourquoi le personnage fait ça à ce moment-là, tu vois. Ça me semble logique d'avoir voulu cacher comme ça, donc ouais, plutôt convaincu quand même, ouais. En tout cas, parmi les commentaires négatifs que j'ai eus, il y a eu sur Twitter Julie Delange qui nous dit que comme Marina la semaine dernière, elle n'est pas convaincue et que pour elle, c'est une écriture masculine et pragmatique. Beverly veut lui révéler à plusieurs reprises puis renonce. Ensuite, c'est Jack qui veut pas. Comment une mère pourrait laisser son fils dans cet état d'esprit ? Alors, c'est vrai que ça peut s'entendre aussi. D'ailleurs, il y a Yasmine qui est un peu aussi dans ce goût-là, qui nous dit que la scène est bien écrite et bien jouée, mais on dirait que les scénaristes se sont piégés avec le personnage de Jack, fils de Picard. Ce choix de trope ne pouvait qu'être au détriment du personnage de Beverly, une médecin du futur qui n'a pas accès à la contraception ou l'IVG. Voilà, donc elle pose la question. Et sinon, on a Corentin qui nous dit sur Twitter... Hello, vous disiez dans ce podcast, donc la semaine dernière, que ça devait peut-être être dur de tout comprendre pour des gens qui n'ont pas vu la nouvelle génération et Deep Space Nine. Étant dans ce cas, je trouve qu'ils amènent suffisamment d'éléments de contexte pour que ça reste compréhensible. Alors justement, c'est vrai que Manon et Quentin, vous êtes fans de Star Trek, mais vous n'avez pas tout vu. Et est-ce que vous avez vu la nouvelle génération et Deep Space Nine ? J'ai vu pas mal d'épisodes, ouais. Tu sais, vous aviez fait il y a quelques temps déjà une grosse liste et j'avais vu toute cette liste-là et j'avais complété avec pas mal d'autres épisodes, donc pas perdu dans... Non, en plus là c'est assez clair, donc... Mais du coup, parce qu'en fait, ouais, il y a souvent une critique qui revient sur les gens qui n'aiment pas du tout ces nouveaux épisodes de Picard en disant que les fans qui aiment bien, c'est parce qu'ils sont piégés dans la nostalgie. Mais du coup, c'est vrai que toi et Manon, vous êtes relativement jeunes et vous n'avez pas tout vu de la nouvelle génération de Deep Space Nine. Du coup, on peut pas vraiment dire que vous êtes nostalgique. Ah non. Enfin, moi pas. Moi encore moins que Quentin, parce que comme je te disais tout à l'heure, j'ai vu aucun épisode de Deep Space Nine, donc il y a des fois, du coup, je suis perdu. Non, je suis pas perdu, mais je comprends qu'il y a une référence que je saisis pas, mais ça m'empêche pas du tout d'apprécier la série ou de comprendre les enjeux. Et bon, c'est aussi parce que j'ai vu quand même pas mal d'épisodes de la nouvelle génération qui restent quand même le truc le plus important, au moins d'avoir les dynamiques de personnages entre Rikers, Picard, etc. Mais sinon, non, je pense que c'est pas dérangeant pour quelqu'un qui n'a jamais... ou qui a vu très peu de Star Trek pour regarder Picard en tout cas, ou cette saison 3. On va faire un premier tour de table sans spoiler. Du coup, comment est-ce que vous avez trouvé l'épisode de cette semaine ? J'ai beaucoup aimé, même si, bien sûr, il y a des sujets d'étonnement. En fait... je trouve que l'épisode est très bien construit. Il y a beaucoup de tension. Tous les personnages sont bien servis. J'ai été surprise à plusieurs moments. Et honnêtement, je n'ai pas lâché mon téléphone. Parce que je regarde sur mon téléphone. Je n'ai pas lâché mon téléphone pour faire autre chose. J'ai vraiment vécu l'épisode qui avait la bonne longueur, qui n'était pas trop court, pas trop long. Il y avait le bon rythme. Et c'était un peu un épisode à l'ancienne. Et tous les personnages étaient correctement servis. Donc on y reviendra dans la zone spoiler. Il y a juste le fait que l'énergie est déportée sur le holodeck. Mais l'explication, écoute, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais voilà, non, mais je sais qu'il y a une explication, mais ça paraît étonnant que dans la situation. D'un autre côté, c'est une situation de stress. Donc après tout, ça fait sens que l'équipage veuille vivre des derniers moments plaisants. Alors, pour dire, c'est un spoiler, mais bon, c'est un petit spoiler, donc on peut en parler tout de suite. Oui, le fait de dire que dans un cas comme ça, où il n'y a plus de jus dans
dans le vaisseau et que le holodeck puisse fonctionner quand même parce que la batterie elle est à part et que c'est justement pour ce type de situation, en gros, tu sais que tu vas mourir, donc tes derniers instants tu vas le passer dans le holodeck pour que ce soit un petit peu mieux, on va dire. Figurez-vous quand même que ça vient, le fait d'avoir les batteries à part, d'un épisode de Star Trek Voyager, donc c'est quand même pas nouveau, et moi en tout cas personnellement je trouve que l'explication me va très bien. Ça m'a pas gêné, hein, Guigui, c'est juste que voilà, tu pinailles. J'ai trouvé un sourcil. Je pinaille parce que bon, il faut discuter certains points, mais honnêtement, j'ai trouvé que l'épisode se tenait très bien et c'était exactement dans la lignée des épisodes de NextG, tout en étant moderne dans le traitement de certains points. Donc c'est vraiment plus dans mon évaluation de cette saison et des épisodes. Et toi, Manon ? On va dire que j'ai tellement aimé l'épisode 3 qu'il y a une légère déception de « Ah, c'est un épisode qui est génial, mais moins bien que la semaine dernière ». Mais non, globalement, j'ai bien aimé cet épisode. Je suis 100% d'accord avec Marina sur le fait que c'est bien mieux écrit que les saisons précédentes, dans le sens où, en effet, je suis d'accord. Alors, il se débarrasse de l'intrigue secondaire et il se concentre sur ce qui se passe à bord du vaisseau, et chaque personnage est très bien servi. Après, j'ai eu un peu de mal à ressentir la tension de l'épisode parce qu'on... Tu te doutais qu'à la fin, ça irait. Voilà, en fait, c'est bête, mais dès le début, j'arrivais pas trop à être dans leur état d'esprit à eux, qui est pourtant ce qui est traité, on prend du temps à traiter l'état d'esprit dans lequel cette situation met tous les personnages. Mais moi, j'étais pas 100% avec eux, parce que j'étais là, bon les gars, on va pas se mentir, vous allez pas y passer, quoi, je veux pas spoiler, mais... Donc voilà, c'était mon petit défaut sur l'épisode, mais sinon, quand on va y revenir en détail, non, j'aime beaucoup ce que ça raconte sur chacun des personnages. Donc en ce sens c'était un très bon épisode. Ok, et toi Quentin ? Beaucoup aimé aussi, un peu déçu de ne pas avoir l'intrigue parallèle avec Worf et Raffi que j'aime bien. Surtout je suis très content de retrouver Worf. Globalement, ouais, j'avais beaucoup aimé le premier et le troisième, quand même beaucoup moins le deuxième, parce que j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Jack, même si là il a des scènes intéressantes sur cet épisode-là. Tout en tension, j'étais à fond dedans. Je trouve que pour la première fois, par contre, les effets spéciaux sont un peu en dessous. Autant je trouve que c'était vraiment parfait sur les trois premiers. Là, les effets spéciaux on peut le dire parce que c'était révélé en fin d'épisode précédent, mais des métamorphes, c'est vraiment pas terrible, je trouve. Oh, quand même. Si, c'est bien. Ah, moi j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé cet effet. Ah, moi je trouve ça cheap, mais... Non, mais... Va regarder un extrait de Deep Space Nine, tu verras d'où on vient en fait. Je sais bien, ouais. Mais non, globalement, j'étais vraiment à fond. Il y a un dialogue à un moment avec... on en reparlera tout à l'heure, mais avec Riker que j'ai adoré. Il y a des passages plus posés et je trouve que en termes d'écriture, c'est plus malin vraiment que les deux saisons précédentes. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être fan, de se renseigner sur les séries pour voir que c'est géré par quelqu'un d'autre. Mais là, typiquement, pour rester sur l'exemple de l'holodeck dont tu parlais tout à l'heure, tout de suite, dès qu'ils entrent dedans, moi je me suis dit, comme je pense beaucoup de gens, merde, c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils foutent là tu vois, c'est cette question de pourquoi ils alimentent ce truc alors qu'il y a plus de batterie là-dedans. Et en fait, tout de suite, ils rebondissent en justifiant, tu vois. Et il y a un autre, on en reparlera tout à l'heure en zone spoiler, il y a quelque chose de similaire un peu plus loin dans l'épisode, plus spoiler, mais où je me suis dit, tout de suite, il se passe quelque chose, je me dis, non, c'est pas possible, vous êtes cons. Et en fait, ils répondent tout de suite à cette problématique-là, de façon très intelligente, un peu comme par exemple Lower Decks le fait, tu vois, en étant conscient des codes de Star Trek, et chose que les deux saisons précédentes, que j'ai quand même aimé, ne faisaient pas, et j'adore ce genre de truc, quoi. Discovery se vautrait complètement là-dedans. Alors Discovery, j'avais arrêté, tu sais, mais j'avais arrêté après la 3e saison, mais oui, complètement. Et donc je finirai là-dessus. Il y a plus de show sur cet épisode-là. C'est un personnage que j'aime beaucoup pour l'instant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode 4. Ouais. Je suis assez d'accord, sauf que moi j'ai beaucoup aimé cet épisode 4, peut-être plus que celui de la semaine dernière, ou pareil, en tout cas c'est difficile de juger, parce que pour moi là on est vraiment sur une espèce de pente très positive. Et ça nous fait du bien parce que dans les 2 premières saisons, à partir de l'épisode 4, ça commençait déjà à piquer, si vous vous souvenez, l'année dernière et l'année d'avant. Donc là, on est content de voir que
non seulement ça ne baisse pas, mais ça ne fait qu'augmenter, quoi. Alors moi j'ai trouvé que le déroulé de l'épisode était vraiment excellent à tout point de vue en tout cas, parce que comme vous l'avez dit, tous les éléments s'imbriquent plutôt bien parce qu'effectivement tous les personnages sont très bien servis et vont dans la même direction, encore une fois, comme la semaine dernière. Shaw est vraiment bien, Seven aussi. Et bon, alors du coup, c'est vrai qu'on peut regretter de ne pas voir Worf et Raffi cette semaine, mais je trouve qu'à ce stade de l'histoire, c'est pour le mieux en fait. Parce qu'effectivement, maintenant, tu as raison, on sait qu'ils vont s'en sortir. Le suspense, il n'est pas là-dessus. Le suspense, il est sur comment ils vont faire. Parce qu'en fait, là, ils sont dans une situation qui est vraiment désespérée et on voit pas comment ils peuvent s'en sortir. Et bah voilà, c'est Star Trek. Et le fait de travailler ensemble, c'est ça qui fait vraiment justement que l'épisode a cette fibre Star Trek en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que surtout on brise pas le huis clos, à part les quelques scènes qui repartent sur l'autre vaisseau qui l'est pourchassé, j'ai complètement oublié son nom. On est dans une sorte de huis clos finalement, enfermé sur le vaisseau, et c'est vrai que de pas avoir l'intrigue B, ça permet ça. Ouais. Comme ça, on est vraiment concentré sur il faut qu'ils s'extirpent de cette situation dans laquelle ils sont déjà depuis 2-3 épisodes pour que l'intrigue de la saison puisse rebondir, et du coup, je trouve que c'est plutôt bien géré. Et aussi, un autre truc que j'ai bien aimé dans cet épisode, alors le dites pas à Manu parce que je vais dire du bien de Lost. Dans Lost, il y avait des fois quand même les meilleurs épisodes, c'était les épisodes où les flashbacks étaient super bien gérés et ça redéfinissait, ça donnait un autre regard sur ce qui se passait au présent dans le récit. Et là, on a ça en fait dans cet épisode-là avec une gestion de flashback à la Lost. Dans la meilleure façon possible, la meilleure configuration possible, et j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt bien joué, et aussi le fait qu'ils aient pas trop insisté là-dessus. Voilà, j'ai trouvé que dans l'ensemble ça se passait donc très bien, et du coup on va rentrer maintenant directement dans la zone spoiler. Red alert! Unfortunately, the starship-faring Jack Crusher couldn't escape the center of the gravity well. Pursues. No. No. That's not possible with my ship's payload. The portal device utilizes gravimetric distortion. It is suicide. It is suicide to refuse. Obtain and deliver the asset. All else is expendable. Your ship, your people, you. I will pursue. Warning. Alors donc l'épisode, comme je le disais, le 4e de la saison 3 qui s'appelle No Win Scenario, donc Tous perdants en français, est écrit par Terry Matalas, donc le showrunner de la saison, et réalisé encore une fois par Jonathan Frakes, comme la semaine dernière. Donc l'épisode commence, le Titan est immobilisé en pleine nébuleuse, donc depuis la dernière attaque de Vadic dans l'épisode précédent, et dérive vers une destruction certaine qui serait causée donc par une mystérieuse anomalie spatiale, parce qu'elle l'attire en son centre, et on sait que visiblement ils seront broyés, parce que de toute façon en plus ils n'ont plus les moyens de résister, les boucliers, de se barrer, de plus rien quoi. Ils sont vraiment à la dérive, et du coup Picard, Riker et l'équipage du Titan vont faire face à leurs erreurs passées, pendant que Seven, elle, durant l'épisode, va traquer le métamorphe au sein du vaisseau. Alors, donc, comme je le disais, il y a des flashbacks, et l'épisode commence par un flashback dans le bar de Guinan 5 ans auparavant, donc genre 2 ans à peu près avant le début de la série, où il y a Picard qui est assis tout seul à une table, et tout d'un coup il y a des cadets qui se pointent, un groupe qui lui demande comment ça se fait que vous avez réussi à vous échapper d'une histoire aux prises avec un aérogène. Donc, aérogène, c'est une espèce de chasseur très redoutable qu'on a vu dans Voyager, et Picard va leur expliquer que c'est grâce au lieutenant-commandeur Worf qui avait construit un piège qu'il a réussi à s'en sortir, blablabla. Donc alors, tout de suite, truc de nerd, c'est pas possible qu'ils disent lieutenant-commandeur Worf à ce moment-là, parce que les aérogènes, c'est forcément après Voyager, après la fin de Star Trek Voyager, et à ce moment-là, Worf n'est plus lieutenant-commandeur, mais il est déjà commandeur. Donc attention, on peut dire que voilà, Picard, c'est l'habitude ou il est déjà sénile, on ne sait plus trop. Donc en gros, Picard leur fait tout un speech en leur disant que tant que l'équipage, s'ils ont confiance en leur coéquipier, tant que l'équipage reste soudé, il y a toujours un espoir. Donc du coup, forcément, ce qui fait un écho aux événements présents, parce que là, effectivement, à ce stade de l'histoire, il n'y a plus d'espoir. Comment le retrouver? Et ça va être tout l'enjeu de l'épisode. Et moi, rien que je trouve ce début qui fonctionne plutôt bien, parce que juste après, on a Riker qui est sur la passerelle, qui voit que c'est la merde, il y a pas moyen de s'en sortir. Et après, il y a ce dialogue donc entre Riker et Picard, où en gros, il lui dit,
Là, c'est fini, c'est la fin. Tu ferais mieux de passer les dernières heures de ta vie à essayer de connaître ton fils. Et voilà, quoi. C'est un beau pré-générique, très dépressif pour le coup, mais qui je trouve vraiment, vraiment efficace. Ouais, moi je trouvais que ça fonctionne très bien. Les scènes durent pas trop longtemps. Parce que la série pourrait pécher par des scènes comme ça où on fait des flashbacks, on regarde son nombril. En fait, c'est plutôt sharp au niveau de la réalisation. Jonathan Frakes est plutôt intelligent dans sa manière de faire le montage. Et en fait, le fait que Picard et Riker discutent juste après que Riker les bâchait à la fin de l'épisode précédent, c'est réaliste dans leur relation. Et en fait, je trouve que dans tout l'épisode, Picard aussi entre la sénilité, il s'en prend plein la gueule avec son passé et je trouve qu'il réagit très très bien. On en parlera après, mais voilà, je trouve que c'est très efficace, tu as raison. Mais moi, depuis ce début de saison, je crois que ce que j'apprécie le plus, c'est justement la relation entre Picard et Riker, parce que les deux acteurs, ils patronnent, je trouve, à chaque fois qu'ils ont des scènes ensemble. Du premier épisode où ils étaient en mode presque buddy movie, avec ça s'envoyait des punchlines, à l'épisode dernier où on était plus dans l'émotion. Et comme dans celui-ci, c'est vrai qu'on les avait quittés sur une grosse dispute, en désaccord entre admiral et capitaine. Et là, direct, on n'est pas sur quelque chose où ils se font la gueule. En fait, non, les gens, on va mourir. Donc, en fait, on va se reparler directement. Donc, du coup, je trouve aussi que c'est très efficace. C'est vraiment les deux acteurs, et notamment Jonathan Frakes, je le trouve vraiment extraordinaire, quoi. C'est fou qu'il soit à la réalisation aussi. Je me dis, moi, j'ai envie d'une série qu'avec lui, en fait, parfois. Je me dis, tellement bon. Et toi, Quentin ? Ouais, tu sais à quel point j'aime Lost et les flashbacks et quand c'est bien utilisé comme ça, surtout que là, j'avance peut-être un peu, mais quand on repart sur le flashback, je trouve que c'est du génie. Sur le second flashback après, quand on retrouve cette scène-là, je trouve ça hyper intelligent. Et ce début-là, quand il lui dit, je sais plus, This is the end, my friend, un truc comme ça, c'est hyper fort. Et une des forces de ce début de saison, c'est aussi que quasiment tout se passe en temps réel. Et du coup, là, comme vous le précisiez, on est juste après la fin de l'épisode 3 et ça fonctionne vraiment d'enfer, je trouve, comme intro là. C'est pour ça que ça aurait été dommage d'avoir la story B à ce moment-là, parce que ça aurait cassé un peu cet aspect en temps réel, ouais. Ouais, donc en fait, oui, l'enjeu de l'épisode, c'est que pour survivre, ils doivent en gros choisir entre les systèmes de survie et la propulsion, etc. Et que là, du coup, vraiment, il leur reste que quelques heures. Donc du coup, Picard va effectivement aller passer du temps avec son fils. Il va voir Beverly et Jack et puis donc du coup il embarque son fils dans le holodeck, comme on le disait tout à l'heure, dans une simulation donc du bar de Guinan. Ils vont apprendre à se connaître tout simplement, où Picard, comme d'entrée de jeu, lui demande mais en fait comment ça se fait que t'as pas voulu me connaître, et donc du coup Jack il commence à lui raconter une histoire, donc on connaîtra pas la fin, mais il noie un peu le poisson en fait, tout simplement. Et vraiment les scènes elles sont intéressantes, et puis même où il fait la remarque du style je sais que ma mère elle te détestait pas, mais quand même elle m'a appelé Jack comme son premier mari, c'est un peu chelou. Et Picard qui lui dit ouais mais tu sais moi je t'aurais appelé de la même manière. Et c'est vrai, parce que comme ils étaient très très proches, comme on le comprend bien dans cet épisode, et puis dans la nouvelle génération, avec cette histoire où Picard raconte que lui et Jack Crusher, donc quand ils étaient jeunes, ils avaient un rencard avec des gonzesses qui étaient très enthousiastes, si j'ai bien compris, en piquant une navette de leur vaisseau pour y aller, et puis c'est en faisant ça qu'ils ont eu une mésaventure et qu'ils ont dû finalement apprendre à piloter à vue, quasiment sans instrument, et c'est ce qui a donné donc du coup cette compétence à Picard, qui fera que dans cet épisode ça sera un élément pour le fait que le vaisseau pourra s'en sortir. Donc j'ai trouvé que ça s'articulait bien, parce qu'on avait à la fois du grain à moudre sur le personnage de Picard, mais aussi sur le personnage de Jack, et en même temps, encore une fois, ça sert le récit global, quoi. Moi, j'ai un point de Jack Crusher à faire très très rapide. Est-ce qu'on est d'accord que c'est un peu un sosie, un chouïa pluvieux de Taron Egerton, mais dans le rôle de... j'ai complètement perdu son nom. Dans Kingsman, genre il y a 10 ans. Ah oui, exact. Et genre franchement, il y a quelque chose. La première fois que je l'ai vu, c'était terrible, parce que je me suis dit, mais on dirait la même personne. Et puis je pense qu'il y a un truc avec l'accent aussi, parce que du coup dans Kingsman, normalement il a un accent gallois, Taron Egerton, mais il prend un accent plus londonien, mais genre pas de la banlieue de Londres, quoi. Et là je trouve que c'est un peu l'accent qui joue aussi l'acteur, et du coup voilà, donc à chaque fois que je le vois, je
Je pense à ça et ça m'a perturbé les 2 premiers épisodes. Là, ça commence à se calmer, mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime beaucoup Taron Egerton, c'est pour ça. Ça m'a fait aimer le personnage directement, contrairement à Quentin, donc qui disait qu'il n'était pas forcément très fan. Et franchement, là, justement, dans la scène à Picard, pour en revenir à ce qui est important, je trouve quand même qu'il montre qu'il y a de la subtilité dans son jeu sur je veux pas m'attacher à toi, mais en fait, lui aussi, ça lui fait plaisir d'être là, même s'il s'entête un peu dans... Enfin, on sera après pourquoi, mais il s'entête un peu dans son... En fait, j'ai pas envie de te connaître, mais je trouve que ça joue beaucoup sur les silences, en fait, dans cette conversation entre les deux, et je trouve la scène très chouette. Et du coup, toi, Quentin, qui aime pas trop Jack, est-ce que t'as changé d'avis avec cet épisode ? Un peu, ouais. Je trouve comme le dit Manon, il a plus de place pour jouer sur ce 4e épisode comparé aux 3 précédents où il devait juste faire le Han Solo là. Il a le même manteau en plus. Je trouve que c'est vraiment bizarre, mais il a la même coupe, le même manteau. Il me fait trop penser à Han Solo jeune. Mais et le dernier regard justement pour rebondir sur ce que Manon dit est super chouette à la fin de l'épisode, je trouve. Sur ce passage-là, ça va. Mais du coup, je voulais te demander, Guigui, c'est pas délirant parce que alors là, moi du coup, par contre, niveau chronologie, je suis un peu paumé sur cette saison-là. D'ailleurs, il me semble que vous aussi, vu qu'au départ, on n'était pas parti sur les mêmes dates. Pourquoi il dit qu'il a 23 ans en plus? Enfin, de toute façon, on voit bien que le type, il a plus de 23 ans là. L'acteur, il a au moins 35 piges. Enfin, c'est trop bizarre. C'est un vrai problème. En fait, on a le même problème avec la nouvelle version du Captain Kirk dans Strange New Worlds, où tu as l'acteur qui a 10-15 ans de plus que le rôle qu'il incarne. Donc, ouais, je sais bien. Il joue un vampire avancé pour ça. C'est le syndrome Beverly Hills. Chronologiquement, est-ce que c'est possible qu'il ait 23 ans à ce moment-là ou pas, du coup, quand même, techniquement? Non, enfin... Alors, je sais pas, ils se sont un peu peut-être trompés dans les dates parce que Star Trek Nemesis, c'est en 2379. Ouais, donc du coup, il devra plutôt avoir 21 ans, 22 ans, tu vois. Ouais, c'est trop bizarre. Bon, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un point. Après, peut-être qu'on n'est pas en 2401, mais peut-être en 2402 ou 3, tu vois. Comme rien ne nous l'indique vraiment dans l'épisode, il faudrait vraiment que je fasse le calcul parce qu'en fait, il y a un seul point de temporalité qui nous permet de le dire, c'est les 250 ans du lancement du tout premier Enterprise qu'on voit dans la série Star Trek Enterprise. Donc, il faudrait que je regarde quelle est la date précise de... c'est dans la saison 1 de Star Trek Enterprise qu'on voit ça. Comme ça, on pourrait faire le calcul. Mais du coup, oui, peut-être que l'âge de Jack Crusher, il est un peu bizarre. Mais en tout cas, oui, l'acteur, évidemment, et on voit bien qu'il a plus de 30 ans. Donc, c'est un peu gênant, j'avoue. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Là, les directeurs de casting, ils se sont dit que c'était une bonne idée. Donc, maintenant, je vais te faire avec. Ouais, mais de toute façon, si on devait vraiment regarder l'âge qu'ont tous les acteurs... je pense qu'on tomberait des nues parce que tu prends Beverly Hills, par exemple, ils avaient tous plus de 25 ans. Enfin, tu vois, c'est un peu pareil partout. Donc, ouais, enfin bon, c'est quand même un peu gênant. C'est plus gênant d'avoir quand même un acteur qui est beaucoup plus vieux que son personnage que l'inverse, c'est-à-dire qui serait plus jeune, tu vois. Ouais, mais c'est aussi, pour jouer certaines scènes, je pense notamment à Game of Thrones, c'est des problèmes légaux en fait. Même tu peux pas faire jouer, par exemple... tu peux pas faire jouer, par exemple, des scènes de sexe à un personnage mineur dans un film. Et oui, mais bon, là, tu vois, on en est loin de ces problématiques-là, donc... Non, mais ça m'étonne pas. Ils auraient pu caster un jeune de 25 ans, tu vois, ça aurait mieux passé. Bien sûr, mais quand tu penses que Andrea, dans Beverly Hills, elle avait 28 ans quand elle était censée jouer un personnage qui en avait 16... pareil pour Dylan, Brandon. Ça, c'est sûr, non, mais c'est pareil, c'est comme Sheryl Lynn Fenn... les actrices dans Twin Peaks, c'est pareil, elles jouent des adolescentes alors qu'elles ont passé la vingtaine largement. Oui, bien sûr, mais je veux dire, c'est des... Mais je suis d'accord, non, mais sur le principe, je suis d'accord, mais après, c'est les aléas du casting. Merrick Pickford, par exemple, qui est une grande star du muet du début du XXe siècle, qui était la plus grande star de l'époque, elle continuait à jouer des enfants alors qu'elle avait plus de 20 ans. Ça, c'est toujours été le cas à Hollywood, en fait. C'est un peu gênant. Voilà, là-dessus, il passe là-dessus. Ouais, mais il passe là-dessus. Et à côté de ça, Pour l'instant, ça passe, mais tu vois, si le personnage il dure encore 10 ans, ça va faire bizarre, tu vois. Bien ça sûr, va faire mais bizarre quand il aura 45 que... ans et qu'il devra jouer un jeune de 30 ans, tu vois, ça fera vraiment un peu cheap, quoi. Je suis sûre qu'on trouvera le cas où quelqu'un de 45 ans joue un ado. Regarde Spike, il était bien plus vieux que... Bon, bien sûr. Il est censé être immortel, mais t'as plein d'exemples, ça a toujours été le cas à Hollywood. Moi, ça, je regarde même plus ça. Je trouve juste regrettable que les femmes au-dessus de 40-50 ans,
elle soit obligée de faire du botox, sinon elle trouve plus de rôle et puis voilà. Donc je trouve ça beaucoup plus lamentable, tu vois, que On est d'accord. voilà, bref. Et sinon, C'est ouais, donc Hollywood. cette fameuse scène dans le holodeck, en plus de ça, il y a un autre élément qui s'est greffé dessus, c'est le capitaine Shaw qui se pointe et qui dévoile sa backstory. Donc on avait bien compris que Shaw était, comme le capitaine Sisko de Deep Space Nine, aux prises avec les Borg lors de la bataille de Wolf 359. C'est pour ça qu'il n'aimait pas les Borg. C'était couru d'avance, on avait tous compris dès le premier épisode, mais j'ai trouvé quand même que son histoire, elle était assez touchante, que l'acteur le jouait vraiment bien, que c'était plutôt bien écrit. Enfin, du coup, ça marchait bien, quoi. Ouais, carrément. Par contre, les bruitages dans le fond lors de son monologue étaient vraiment pas nécessaires, je trouve. Mais surtout qu'il joue très bien, il n'y a pas besoin de rajouter ce truc, mais ce détail-là. Mais sinon, ça fonctionne très très bien, ouais, carrément. Moi, il y a un truc qui m'a perturbée, rien à voir avec ce qu'il racontait, mais on l'avait quitté, il allait quand même vraiment pas bien. Et là, physiquement, je veux dire, et là, il avait l'air... C'est le futur, Manon, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais je sais pas. Je savais pas. Et attends, et encore, il a un plâtre, il se promène avec une canne, alors que normalement, il devrait pouvoir gambader déjà. J'ai pas encore vu assez de Star Trek, je crois. En fait, ça m'a quand même vraiment pas, je sais pas, ça m'a choqué. Je me suis dit, Non, c'est normal. C'est normal. Très bien, vivement le futur alors, parce que... Le mec, il avait une fracture ouverte de ouf, et puis là, tout va bien. Il a juste une... En termes d'écriture, ça les arrange bien, du coup. Comme ça, ils passent le commandement, c'est tout. Évidemment. Non, mais ça fait partie du truc. Donc, c'est le futur. Il faut quand même que la médecine, elle fasse... Parce qu'en fait, t'as quand même des espèces de stimulateurs qui régénèrent ton épiderme, tes muscles et des trucs comme ça. Donc, tout coup, les réparations, elles sont quand même vachement plus rapides. Oui, mais je sais pas... Elles sont quasiment instantanées, tu vois. Mais oui, mais il y a plus trop de power, parce que je sais pas comment traduire, d'énergie dans le vaisseau. C'est pour ça qu'il a une canne, je pense. Ouais, exactement. Ouais, il y a plein... Moi, je me suis dit à quel moment ils ont le temps de le soigner, en fait, parce qu'on a l'impression que tout ça est censé s'enchaîner très vite. Et en fait, je suis là, non, il a reçu des soins médicaux, il va bien. Il est là pour être très méchant avec Picard. Enfin, je sais pas. Je sais pas. En fait, ça m'a étonné de le voir débarquer comme ça. Mais en vrai, non, j'ai adoré la scène parce que là, pour le coup, je rejoins Quentin qui disait qu'il aimait beaucoup le personnage. Moi aussi, depuis le début, j'étais un peu frustrée de son manque de présence. Pour un capitaine, je trouve qu'il avait pas tant de scènes depuis le début. Et moi j'attends de le voir en personnage encore plus central, comme c'est un peu le cas dans cet épisode, où c'est peut-être un des épisodes où on le voit le plus finalement. Ouais, c'est vrai. Et en plus, il fait des trucs qui sont quand même pas mal, quoi. Ce qui m'a un peu déçue dans cette scène, c'est que c'est un petit peu la manière dont Sisko en veut à Picard dans le pilote. Il y a un peu une redite, il n'y a rien de neuf. Et j'aimais bien son personnage jusqu'à cette scène, et je pense que j'aime bien son personnage avant cette scène, après cette scène, mais cette scène, elle m'a dérangée en fait. J'ai eu l'impression d'une redite avec... c'est pas vraiment une redite quand même. Il y a un truc en plus, parce que là, il a le complexe du survivant avec son histoire, ce que n'avait pas Sisko en fait. Dans le pilote de Disney... mais il regrette d'avoir perdu sa femme, mais il se dit pas oh là là, pourquoi j'ai survécu et pas les autres, tu vois. Bon, il peut se le dire par rapport à sa femme, mais c'est pas un vrai complexe du survivant comme lui a l'air de le vivre terriblement. Moi, je sais pas, là, quand j'ai vu et revu le pilote de DS9, la scène, elle est quand même très violente, hein. La manière dont sur l'instant, oui, le bien vaisseau sûr. explose, il doit... Oui, mais regarde comme il le vit après. Tu vois, il est pas traumatisé en se disant pourquoi je suis pas mort, alors que Shaw, oui. Ouais. Pour Sisko, c'était frais, c'était il y a 3 ans. Hein. Pour Shaw, c'était il y a 30 ans. Là. Donc tu vois la différence. Donc, quoi. 30 ans, voilà, mais 30 ans après, je veux dire, il s'est passé d'autres choses dans la Fédération, dans la vie de Picard, c'était un traumatisme. Je trouve que ça aide pas au niveau de l'écriture. Picard s'en prend plein la gueule, et je trouve que Patrick Stewart est un très bon acteur et il s'en sort très bien dans cette scène qui, pour moi, était un peu une redite. Voilà. Et j'ai été un peu déçue qu'on fasse jouer cette scène au capitaine qui méritait autre chose comme scène. Je trouvais que j'aimais bien son petit côté grincheux. J'aimais bien sa dynamique avec Seven et je sais pas, la scène m'a dérangée. Alors que j'aimais bien son personnage avant et après. Il n'a pas perdu son côté grincheux. Hein, ouais, donc, parce que tout va bien là-dessus. Hein. La phrase de fin est géniale. Je crois que c'est cette scène-là qui se termine par... je ne l'ai plus en anglais, mais où en gros il dit oui, j'ai été charmant, avec le temps, je deviens un connard, un truc comme ça. Enfin, c'est charming and asshole à la fin, normalement. Mais comme quoi,
c'est une des rares scènes d'ailleurs qui se termine par une espèce de note d'humour, même si bon, on reste dans ce truc un peu... On n'est pas à la fête, quoi. À ce moment-là, ils pensent toujours tous qu'ils vont mourir, mais j'ai bien aimé justement qu'on revienne sur cette tonalité pour le personnage qu'il avait depuis le début et qu'on le perde pas complètement malgré son histoire. Bah, en tout cas, Shaw, il a quand même pas mal de scènes intéressantes. Il fait un vrai team-up avec Seven. Il y a déjà un moment au début où Seven, elle vient le voir et qu'elle lui dit « Bon, écoutez, j'ai besoin d'aide. » Alors, je sais pas pourquoi elle lui demande des trucs sur les métamorphes à lui en particulier. Aucune idée, mais bon, pourquoi pas. Hein. Il a l'air d'en savoir long. Hein. Bah, à la base, je pense que c'est juste parce qu'il est censé connaître à peu près tout son équipage et que du coup, il pourrait questionner les gens, savoir, tu vois, trouver la faille. Oui, même si ce serait trop long, mais... Parce que c'est vrai qu'elle, Seven n'a pas vécu la guerre du Dominion parce qu'elle était à l'autre bout de la galaxie avec le Voyager, donc c'est sûr que demander à quelqu'un qui était présent, c'est peut-être plus intéressant, mais il n'a pas une expertise a priori bonne sur le sujet, et pourtant si, hein, donc du coup... C'est quand même lui qui lui dit qu'il faut chercher un seau. Alors, sur Twitter, il y a Clara qui râlait, qui disait « Oh là là, mais pourquoi il a un seau Bajoran alors que... » Parce que Odo, dans Deep Space Nine, donc effectivement, il avait ce seau-là pour se reposer, on va dire, pour se transformer en état liquide. Mais c'était un seau qu'il avait chopé chez un potier Bajoran, qu'il avait trouvé comme ça sur Deep Space Nine. Et là, le fait que le métamorphe de cet épisode-là utilise exactement le même pot, comme si c'était un truc classique de son peuple, alors que non, en fait, Odo, il avait pris un pot comme ça qu'il avait trouvé, tu vois, au marché, ou je sais pas, dans une armoire, quoi, qui traînait, il a pris ça comme ça. Bon, après, ça, moi je me dis, Odo, il a dû leur dire que c'était quand même bien confortable d'avoir ça, quand il était dans le grand lien, il leur a expliqué, c'était vachement pratique, et du coup, le métamorphe, comme il voulait rester discret, forcément, il en a chopé un aussi, parce qu'il y a des Bajorans sur le vaisseau, alors peut-être qu'il l'a piqué pareil en se disant « Ah bah oui ». Parce que c'est pas exactement le même non plus, hein, si vous regardez quand même. Parce que, et du coup, peut-être un peu déçu pour ma part quand même sur cette histoire de saboteur métamorphe. On nous laissait là-dessus sur l'épisode précédent, et au final sur cet épisode-là, tu te rends quand même vite compte que ils vont pas vraiment jouer avec ce truc, quoi. Y a aucune scène où on se dit ah bah merde, est-ce que c'est bien tel personnage, est-ce que là je suis vraiment devant Picard, est-ce que c'est pas, ou un tel, peu importe. Ça aurait pas été lourd de faire ça quand même. Ah mais attends, tu te lances dans une idée comme ça, autant l'exploiter, surtout qu'en termes de cinéma, enfin tu peux t'amuser avec à caster 2 acteurs, enfin tu vois, à délirer quoi, et là c'est juste bon bah on va le trouver, tu sais qu'ils vont le trouver. Qui te dit qu'ils vont pas le faire plus tard? J'espère vraiment, tu vois, qu'ils vont s'amuser un peu avec ça, et du coup ça me permet, alors je peux peut-être avancer un tout petit peu, mais de revenir sur ce que je disais tout à l'heure dans la partie non spoiler sur l'intelligence de l'écriture, en plus de cette idée de ils répondent eux-mêmes tout de suite à la problématique de l'holodeck qui fonctionne quand même et tout, limite ils regardent la caméra quand ils te répondent au truc, et ben il y a la même chose juste après du coup avec cette problématique de changeling là, la métamorphe, la forge, en fait Shaw te dit carrément le métamorphe va arriver d'une minute à l'autre, et hop il arrive, tu vois, je trouve ça hyper malin comme truc, parce que si la forge était arrivée à ce moment-là, on savait très bien qu'elle était en parallèle de l'autre côté, et que du coup c'était la métamorphe, et eux-mêmes répondent tout de suite, je suis peut-être pas très clair, mais à cette problématique en termes d'écriture, je trouve ça hyper intelligent en fait. Et en plus c'est logique, parce que effectivement, Shaw, il a complètement raison dans ce qu'il dit. Si le métamorphe, il voulait foutre la merde, c'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. Ouais, et c'est chez eux que ça va se passer. Et en plus de ça, du coup, cette scène, elle est intéressante parce que ça permet à Seven de déjouer le métamorphe parce qu'elle va l'appeler pas correctement. Et du coup, c'est-à-dire que la scène précédente où on a vu la Forge qui venait faire copine-copine avec Seven, bon, bah, c'était sympa. On pensait que ça avait une utilité particulière par rapport à ces 2 personnages-là. C'était sympathique, mais ça n'avait pas l'air d'être si utile que ça, et finalement si, ça l'est. Donc du coup, à chaque fois, ce que j'aime bien dans cette saison, c'est que les scènes et les interactions entre les personnages ont souvent plusieurs utilités. Elles se servent pour les personnages eux-mêmes, mais encore une fois, ça sert aussi en même temps pour le récit. Donc du coup, il y a peu de gras en fait, il y a quasiment rien à jeter, et c'est pour ça qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en peu de temps, et qu'on a quand même l'impression, les épisodes ils durent presque 1 heure, et moi je vois pas le temps passer, clairement. J'ai hâte d'en voir plus sur Shaw et Seven. J'espère qu'il pourra un peu s'excuser, ou que ça avancera dans le bon sens entre les 2 personnages quand même. Ça a l'air d'être la trajectoire en tout cas, et c'est une bonne idée je trouve.
Non, sinon, il y a aussi un côté sur Riker qui est carrément déprimé dans cet épisode. Donc on a compris quand même depuis un moment que c'est la mort de son fils qui continue de le travailler et que du coup il avait plus goût à rien. Et c'est ça qui sans doute avait créé donc les problèmes qu'il a avec sa famille. Et là voilà, donc on le voit traverser une période vraiment où ça va pas, quoi. Et puis finalement, le fait d'être avec ses anciens potes et de vivre une aventure, une nouvelle aventure comme dans le temps, ça le revigore un peu, surtout quand il assiste donc à la naissance de cette créature qui est au milieu de la nébuleuse, qu'on a peut-être déjà vue. Ça, c'est pas exactement la même chose, mais c'est vrai que ça ressemble un petit peu à la créature qu'on a vue dans le tout premier épisode, dans le pilote en fait de la nouvelle génération. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cette trajectoire de Riker dans cet épisode ? Moi, j'ai trouvé ça intéressant et en fait, en voyant la scène, je me suis dit, c'est pas un métamorphe. Oui, là, c'est sûr. On avait le délire moi, surtout mon délire, l'épisode dernier, d'imaginer tout le monde en métamorphe. En fait, en voyant cette scène, la profondeur de ses sentiments, les difficultés à s'exprimer avec Troy, j'ai trouvé que c'était une bonne évolution de Riker. Et j'étais très sensible. Et puis, quand il parle de la mort de son enfant, c'était déchirant. Donc, c'est très, très bien vu. Et Jonathan Frakes s'est très bien servi dans le scénario et dans la réalisation. Ouais, et puis fait un capitaine vraiment fantastique. On a toujours voulu voir en fait. On a toujours voulu avoir une série Titan avec Capitaine Riker. Et là, on a un peu ça finalement et ça fait quand même plaisir. Ouais, moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il a une présence. Il se filme lui-même, c'est peut-être pour ça. Du coup, il se filme bien. Mais, mais il est. Je sais pas comment dire. Il est classe. Il est. Pourtant, moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours beaucoup apprécié pour son humour, pour son phrasé. Et là, il y a plein de moments où il y a juste la caméra qui est posée sur lui et on sent son mal-être et vraiment c'est vrai qu'il fait en fait cet épisode questionne son rapport à la mort, le fait qu'il veut pas tenter la manœuvre de Picard parce qu'il a peur que du coup il ne laisse aucune trace en fait derrière pour le fameux message qu'il veut laisser à Diana. Moi ça m'a brisé mon petit cœur. Je pense que c'est le gros moment d'émotion de l'épisode. Et ouais, je trouve que voilà, j'ai pas tout vu de Next Gen, mais je me demande si en émotion le personnage avait déjà été autant servi en fait. Et à ce point-là, non. Franchement, j'ai pas l'impression. Il y a eu des moments qui s'en rapprochaient, mais là quand même, c'est vrai que moi c'est pareil. Ça m'a un peu ému cette histoire de message à envoyer. Et ce qui m'a ému aussi, c'est l'écho à ce que disait Picard au début de l'épisode, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où tu es loyal et soudé avec ton équipage, il y a toujours de l'espoir. Et là, c'est ça qui va le convaincre en lui disant, mais ok, on va mourir, autant faire mourir de la manière dont on a vécu en gros. Et c'est ça qui, effectivement, va les sauver, finalement. Et j'ai trouvé que ça marchait bien parce que, du coup, ils étaient chacun à leur place. D'ailleurs, c'est pareil, Crusher, elle est dans son rôle de médecin en remarquant qu'en fait, les traversées d'énergie dans la nébuleuse, finalement, c'est des contractions. Il y a un accouchement d'une créature qui va émerger. Et c'est ça qui va donner l'idée à Jack et à Picard de servir de l'énergie qui est générée pour recharger les batteries et pouvoir se barrer. Et du coup, chaque personnage apporte vraiment quelque chose. C'est pas Michael Burnham qui a la solution et qui dit voilà on va faire comme ça et qui porte tout sur ses épaules. Là c'est vraiment tous les personnages, ils apportent un élément de la solution à chaque fois et c'est le fait de travailler tous ensemble. Et d'ailleurs même Riker le dit, et ça j'adore quoi, un capitaine dans Star Trek dit ça, il dit qu'en gros son efficacité dépend de celle de l'équipage. Et franchement c'est ça Star Trek pour moi, tu vois. Picard dit la même chose aux petits jeunes qui viennent l'interviewer. Il dit qu'au début, c'est le fait de travailler tous ensemble, c'est le fait que vous travaillez en symbiose. T'as raison, il n'y a pas un personnage qui a la solution, c'est pas Picard qui a la sainte parole. Ils participent tous à la solution. Si j'ai un tout petit je pense que le point qui manque dans cet épisode, c'est que Beverly, oui, elle est dans son rôle, elle participe au dénouement de l'intrigue, mais je trouve que c'est le seul personnage de l'épisode qui n'a pas d'avancée d'intrigue sur le plan personnel. C'est-à-dire qu'on n'en apprend pas plus pour elle, il n'y a pas un développement de personnage, il n'y a pas dans le prochain épisode, je pense. Ouais, mais je trouve que l'épisode a ce côté vraiment magique il y a quelque chose pour chacun des personnages principaux à bord du vaisseau, sauf elle, je trouve. C'est la seule qui n'est pas servie par le scénario sur le point développement du personnage, quoi. Elle est un peu personnage-fonction, quoi. Elle a eu ça la semaine dernière.
Tu peux pas avoir tout le temps tout le monde au même plan. Ouais, mais la semaine dernière, ils avaient tous un peu ça. Enfin, je sais pas, c'est-à-dire j'ai été tellement habituée depuis ce début de saison à ce que ce soit génial tout le temps que là, je me suis dit, ouais... Bah non, regarde, tu vois, Jack n'avait pas d'avancée sur son personnage à lui, tu vois, par exemple. Et là, ce coup-ci, c'est l'inverse. Oui, c'est vrai, il n'y avait pas d'avancée, mais il était quand même très présent et très... Enfin, on venait de le découvrir aussi, donc... On a quand même une avancée sur Shaw, sur Seven, Ah oui, sur bah, je suis Picard, d'accord. sur Jack, sur Riker. Ouais, ça fait... c'est quand même... Ben, c'est sauf pas mal, Beverly, tu vois. c'est ça. Et du coup, je me suis dit, Sauf c'est Beverly, dommage pour elle. ouais, mais ça sera pour le prochain, je pense. Parce que, effectivement, donc du coup, on avait nos fameuses théories. Donc, on a fait un pari la semaine dernière avec Marina. On se disait, bon, il y a sûrement un métamorphe, encore un autre. Et on se disait qu'il y a sûrement un imposteur parmi la nouvelle génération, l'équipage de la nouvelle génération. Donc, moi, j'avais parié sur Riker. Donc, bon, là, c'est clair, c'est mort, j'ai perdu. Et Marina avait parié sur Beverly. Ah, du coup, peut-être Je me suis qu'avec ce qui se plantée. passe, Ouais. Oui, alors, voilà, mais oui, il y a autre chose, effectivement. tu vois. Il y a autre chose, mais en fait, il y a plein de métamorphes. Mais j'ai bien observé tous les personnages et tout ça. Je suis un peu tombée des nues pour celui qui prenait la forme de la fille de Laforge. Pour revenir sur les effets spéciaux, pour avoir connu les effets spéciaux de Deep Space Nine, qui à l'époque étaient, faut imaginer, à l'époque, Odo qui se transformait, c'était state of the art, c'était incroyable et tout ça. C'est clair qu'en revoyant les épisodes maintenant, bon, ça fait un peu cheap. Là, moi, j'ai adoré les effets spéciaux, le côté organique, le côté, c'était tellement viscéral, ça faisait presque film d'horreur. J'ai bien aimé. D'ailleurs, justement, il y a une super scène avec Vadik qui est pas très compréhensible pour l'instant, où en fait, elle se coupe la main, et en fait, sa main, c'est un métamorphe qui lui donne des ordres. C'est ouf, ça. Ça m'a fait penser, vous savez à quoi ça m'a fait penser? À Goldorak. Quand un des personnages, vous savez, partage sa tête avec une entité féminine et le personnage s'ouvre et il y a un autre personnage qui prend la parole. C'est pas le même effet spécial, bien sûr, mais il y a un petit côté comme ça, une deuxième entité qui partage le corps. Et moi, j'ai bien aimé ce côté charnel. Ce côté charnel et brutal. Et puis ça fait que Vadik, voilà, c'est encore un personnage dont on a tout à découvrir et qui a l'air d'être quand même plus intéressant que la simple méchante de base, quoi. Alors après, autant j'adore le vaisseau, le Shrike et le sound design qui va avec et tout, autant le personnage de Vadik, ça fait un peu la vilaine, très vilaine quand même. Enfin, je sais pas si c'est l'actrice peut-être, ou il y a tout un truc que j'ai un peu de mal pour l'instant. J'attends de voir où ça va, quelles sont les intentions, tout ça. Attendons. Mais ouais, bof. Mais je vois ce que tu veux dire. Elle rigole toute seule, elle fume, bon... Mais ça dépend des épisodes en fait. C'est vrai qu'au début j'étais intriguée. Là, c'est la scène où elle se coupe le bras et elle parle à cette entité. C'était intéressant, mais effectivement, attendons de voir. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis de la team Quentin. Je suis pas 100% convaincue par le personnage. Je pense qu'il est temps qu'on nous explique, parce que sinon ça va devenir un gimmick, quoi, le personnage, et ce serait dommage. Bah, justement, surtout que Picard, dans son journal de bord, il dit « Oh là là, on sait rien sur elle et tout, etc. » Il se pose lui-même la question, donc ça veut dire que je pense, dans le récit, ça va bientôt arriver. Surtout que là, ce quatrième épisode, du coup, vient marquer, enfin, on voit qu'ils ont quand même résolu une partie de l'intrigue. On a l'impression que c'est un peu la fin du premier acte. Je pense qu'ils vont recoller les morceaux par rapport à Warfare Raffi sur le prochain, et hop, on va se relancer sur la deuxième partie de saison, et on aura des réponses, ouais. On a donc l'épisode qui se termine sur des visions de Jack, encore. Donc la dernière fois, moi j'avais dit que j'imaginais que c'était la créature qui était dans la nébuleuse. Visiblement, c'est pas du tout le cas. Hein. Et du coup, ça m'a fait penser à une nouvelle théorie, parce qu'on disait, oui, peut-être, est-ce que Riker c'est un métamorphe? Est-ce que Beverly c'est une métamorphe? Et si c'était pas Jack le métamorphe, en fait, depuis le début? Parce que je me suis dit, du coup, cette fameuse vision où on voit toujours les mêmes scènes un peu rouges, cheloues, on entend connecte-moi, viens me trouver, etc. Donc moi je pensais au grand lien. Donc ma nouvelle théorie, ça serait que Jack est quand même le fils de Picard, mais que par un concours de circonstances improbable et incroyable qui resterait à découvrir, il serait aussi en partie métamorphe, peut-être une sorte d'hybride un peu qui serait nécessaire au plan du Dominion pour pouvoir buter tous les solides. Surtout sûrement un truc lié qui est arrivé à Beverly lors de sa grossesse, je sais pas. Donc on pourrait imaginer peut-être que Beverly aussi a un petit côté métamorphe maintenant, on sait pas pourquoi. Enfin voilà, c'est des trucs que je me suis dit, parce que ça donnerait une nouvelle raison de pourquoi Jack devait rester secret, enfin en tout cas caché à une partie de la galaxie. Le Dominion a peut-être besoin justement de cette particularité pour mettre
en place leur plan qui est de buter tous les solides. Parce que peut-être que ça serait un hybride qui serait du coup une passerelle entre les solides et les liquides pour que, qu'ils puissent mener leur plan à bien. Ce que je me suis dit, c'est que dans la première fois où ces visions apparaissent, c'est au moment où Jack fout un coup de poing au métamorphe dans l'épisode de la semaine dernière. Donc au moment où il y a un contact. Donc s'il avait une partie de métamorphe en lui, ce serait presque comme une connexion, un ersatz de grand lien, quoi. Et du coup, ça aurait pu provoquer ces visions-là. Je sais pas si vous me suivez. Ok. Si. En tout cas, si c'était ça serait pas mal parce qu'on se serait fait bien balader, quoi. Hein. Effectivement, ça voudrait dire qu'il y a cette anguille sous roche dont on parlait par rapport à Beverly, ça pourrait être ça, en tout cas, et ça renforcerait d'autant plus sa décision, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans cette théorie, c'est que on reste sur l'idée que Jack ne sait pas pourquoi il est poursuivi et Oui. En fait moi je serais pas fan de Jack nous cache quelque chose je préfère qu'il ignore aussi, tout à fait. Et la scène face au miroir a vraiment ce côté où lui-même comprend pas ce qui lui arrive et tout, et du coup Claire, alors ce qu'il cache, c'est peut-être qu'il y a des choses bizarres qui lui arrivent, mais en tout cas, il sait pas ce qui lui arrive, et moi j'aime bien ce scénario-là. Et est-ce que Beverly ne sait pas non plus ? Est-ce que Beverly sait et ne lui en parle pas ? Est-ce que, je sais pas, Dans cette configuration-là, Beverly saurait quelque chose. Du coup, tu vois, ça serait la vraie raison pour laquelle elle l'aurait caché, tu vois. Et encore une fois, j'ai tellement été convaincue par ce qu'elle nous a dit que je sais pas si j'ai envie qu'il y ait une vraie raison pour laquelle elle l'ait caché. Ça pourrait être quelque chose qui arrivait après, enfin j'en sais rien, mais qui soit pas forcément la raison pour laquelle elle a caché l'enfant, tu vois. T'as raison, il faudrait pas que ça annule les raisons précédentes, il faudrait que ça s'additionne. Ah bah oui. Pour moi, ça doit s'additionner et pas annuler, parce qu'encore une fois, je pense qu'elle était très sincère dans ce qu'elle a dit, et moi ça m'embêterait que ce soit vraiment l'énorme secret qui fait que j'ai pas envie d'un énorme secret. Je suis tout à fait d'accord. Mais sinon, il y a quand même une autre théorie qui m'a été rapportée par Manu quand on a discuté sur le Discord aujourd'hui. Parce qu'en fait, figurez-vous que dans les titres VO, dans les phrases qu'on entend qui sont prononcées dans la vision de Jack, elles sont attribuées à la reine Borg. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a les Borg qui vont débarrouler. Manu nous dit que pour lui, en gros, la dernière scène, ça nous montre juste que Jack a un problème. On entend la reine Borg, donc ça suggère que quelque chose s'est transmis. Que peut-être qu'en fait, par hérédité, Jack a récupéré une partie des souvenirs de Locutus, de Picard, donc. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on entend quelqu'un qui appelle Jack. Mais du coup, cette phrase-là, qui a l'air d'être dite par Beverly, ça serait pas Jack lui-même, Jack 2.0, ce serait le Jack, le premier mari de Beverly. Et que du coup, elle l'entendrait en souvenir par rapport du fait d'avoir récupéré des brides de souvenirs de Picard. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, mais non. Désolé Manu, mais non. Alors, soit c'est les sous-titres VO qui se gourent en attribuant ces phrases-là dites par la reine Borg, parce que bon, moi, je trouve que c'est pas assez clair. J'arrive pas à discerner si ça vient de la reine Borg, par exemple. Mais c'est vrai que bon, c'est bizarre. Voilà. Mais du coup, ça voudrait dire que peut-être qu'il y a effectivement quand même une transmission de quelque chose qui vient du fait que Picard était Locutus de Borg, et que du coup, peut-être que c'est cette particularité que veut récupérer le Dominion pour son plan. Toujours pareil. Alors quoi exactement ? Je ne sais pas. Parce que ça serait, en gros, cette histoire de vision et de brides de souvenirs, ça ne serait qu'un effet secondaire d'autre chose, peut-être, tu vois. On dirait les théories Mephisto, un peu, de Manu, là. Je suis désolé, mais... Je préfère ma théorie que celle de Manu, mais parce que je trouve que foutre les Borg dans l'équation maintenant, bon, c'est vrai qu'on en reparle chaud, le remet sur le tapis, mais bon, je trouve que ça fait lourd, on s'est tapé les Borg en saison 1, en saison 2. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est embêtant, je trouve, le plus. Ça suffit maintenant. Carrément. En plus, faire un mix, les Borg plus le Dominion, ça fait vraiment... c'est compliqué, là. Ça devient compliqué. Sauf s'ils arrivent vraiment bien à lier ça à l'espèce de cliffhanger de fin de saison 2 qui sera jamais résolu, avec le personnage qui s'en allait en tant que Renborg, mais je doute vraiment que ce soit ça. Ouais, je pense pas. Je pense qu'il va... Tu vois, autant il assume des conséquences des 2 premières saisons, parce que justement, Shaw, il en parle de Borgatti. Il l'évoque, en tout cas. Donc, ils assument ça, mais je pense pas qu'ils vont en jouer, le créer pour... justement son intrigue principale.
Et visuellement, je trouve ça trop Stranger Things, ce petit passage-là. Le personnage secondaire devant le miroir qui se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, avec ce truc tout rouge, les visions là, cette espèce de forme organique qui monte. Une espèce de racines comme ça qui sont sur le mur. Ouais, J'y avais pas racines, pensé, mais machin. c'est vrai que ça fait Stranger Things, ouais, t'as raison. Ah, beaucoup trop, je trouve, mais bon. Moi, ça m'a fait penser à une autre série, mais alors impossible de remettre le doigt dessus. Et parce que Stranger Things, j'ai lâché l'affaire assez rapidement. Mais le principe de regarder dans le miroir, d'avoir des visions, tu vois, le miroir, c'est classique, ça a toujours été diabolisé depuis le Moyen-Âge. Parce que voir son reflet, ça a quelque chose de diabolique. Et ça réveille Enfin, il y a toute la vanité dans le miroir, donc forcément, c'est négatif. Mais il y a toujours ce parallèle entre le mal, la vanité et le maléfice dans le miroir. Donc de toute façon, le miroir est toujours attaché à quelque chose de négatif. Et puis ça renvoie aussi à l'univers miroir quelque part, hein, le côté. Bah, en fait, dans les visions, on voit pas grand-chose. On voit des espèces de nuages de fumée, on voit une porte qui s'entrouvre et on voit des espèces de ruines fumantes. Donc on et voit là, il va rien, dire quoi. Odor. Hold the door. Hold the door. Ouais. En Bref. tout cas, on entend quelqu'un qui appelle Jack et qui lui dit de le trouver, de se connecter. Voilà. Donc Bien trouve-moi. sûr. Qui parle à Jack? Pourquoi? On ne sait pas. Mais Est-ce son des souvenirs père- ou est-ce que c'est quelque chose qui lui est transmis? Tu vois, quelqu'un qui, genre, c'est un Skype dans sa tête, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que vous avez préféré dans l'épisode? Et on parle pas de Jack qui était présent lorsque Picard est tout content d'avoir dit que Starfleet si, Ah oui, bah, c'est vrai. allons-y, sa allons-y. seule famille. C'était ma scène préférée d'ailleurs, ça tombe bien. Ouais, voilà. Cette scène aussi, Ouais, bah je dois pareil. dire que là, Picard était tellement satisfait d'avoir dit Starfleet est ma seule famille, je suis super content et tout ça. Attends, c'est même pire que ça. Je trouve que la traduction, elle atténue encore ce qu'il dit. Parce qu'en anglais, ce qu'il dit exactement, il dit un truc du style... là, c'est moi qui traduis, du coup. Il dit « Starfleet a été la seule famille dont j'ai eu besoin. Dont j'ai besoin. » Je trouve que c'est pire encore, tu vois. Mais la scène, elle est abominable. Alors Ah là, ouais, pour c'est le coup, triste. C'est pour ça que le je dis, je pauvre- parlais de le pauvre Lost, Jack. de flashback Lost réussi. Là, c'est clairement Ouais. ça. Hein. Mais t'as Ouais, carrément. envie de le prendre dans tes bras et de lui dire non, ne t'inquiète pas, ils ne sont pas tous comme ça, les papas. Donc, ouais, non, mais la scène, elle était violente. Mais je trouve que c'est même cruel pour Picard d'une certaine façon parce que il dirait, enfin sur le moment il pense vraiment ce qu'il dit, mais en fait il le dirait pas, il le penserait pas même s'il savait qu'il avait un fils dans la pièce quoi. Enfin c'est la cruauté de la situation, elle est pour le personnage de Jack, mais en fait elle est aussi pour Picard quoi. Et je trouve c'est bien amené parce qu'on s'y attend pas forcément comme ces flashbacks amènent la thématique de l'épisode, on s'entend pas à ce qu'il y ait cette espèce de payback à la fin. On se dit, bah, en fait, elles ont été justifiées déjà, les Ouais. scènes de flashback. Et en fait, le fait qu'on se rende compte que Jack était dans cette pièce et qu'il y a cet échange, bah, c'est vraiment bien, bien fichu. Exactement. Patrick Stewart joue très bien le mec satisfait de lui-même d'avoir sorti ce truc. Ah oui. Ouais. C'est pas le personnage positif, tout ce qu'il fait est génial et tout ça. Je trouve qu'il y a énormément de défauts dans cet épisode qui soulignent le caractère de Picard. Et je trouve que c'est très fort de faire ça aussi loin. On aurait pu faire l'apologie de Picard, dire que c'est un personnage génial et tout. Non, là, on coche toutes les cases des défauts qu'il pourrait avoir. Et en plus, Quentin, Picard, au désolé, je début, t'ai interrompu. une des premières phrases qu'il dit dans l'épisode, c'est qu'il avait perdu la tête, il s'excuse auprès de Will. Donc par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, oui, visiblement, Picard a bien conscience qu'il a un peu débordé la semaine dernière, quoi. Et du coup, quand ça cut quand ça revient au présent, on est d'accord qu'il a tilté qu'il avait déjà vu Jack ou pas? Ou c'est juste j'ai moi qui... l'impression, hein. Et ouais, on est d'accord, ok. C'est d'autant plus cool du coup. C'est trop bien. Ouais, c'est là où l'acteur qui joue Jack joue très bien. Enfin, sur C'est la ça. tristesse du regard est assez folle. Tandis que la scène dans le bar, là, on le voit juste caché sous sa casquette et il y a pas. Enfin, là, il se passe pas forcément quelque chose, mais par contre, ouais, dans le cut au présent, waouh, il y a une belle lumière aussi. Il y a vraiment un truc dans cette scène, quoi. Et en plus de ça, je reviens sur ma théorie de c'est un métamorphe en partie. C'est que les métamorphes, leur caractéristique principale, c'est le grand lien, c'est le fait d'être tous unis, d'avoir cette connexion. Et lui, il n'arrête pas de dire qu'il n'a pas besoin de connexion. Et à la fin de l'épisode, il se rend compte que oui, voilà, les uns et les deux se prennent dans les bras et lui, il est tout seul au milieu de la pièce.
Du coup, voilà, je trouve que cette thématique, elle pourrait faire un écho avec cette théorie, quoi. C'est très Lindelof dans l'idée, ce Un petit petit peu, passage-là. J'avoue. On a réussi à faire un épisode où Guigui dit du bien de Lost durant tout l'épisode. Ouais, t'imagines. Le dites pas à Manu. Je suis content de moi en tout Ça cas. restera Carrément, entre nous. Ça restera entre nous, Guigui. Ne Ok, t'inquiète ça pas, marche. ce podcast ne sera écouté par personne. Nous allons le garder entre nous. Il sortira en 2059 dans une capsule. Et là, Manu dira « Ah oui, il était bien, ce petit garçon. » Alors du coup, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet épisode ? Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve c'était que formidable. la réalisation était excellente. On a retrouvé l'esprit de NextG tout en avançant dans le comment dire, pas en avançant dans le temps, mais c'est du NextG adapté à notre époque. C'est-à-dire avec les effets spéciaux adaptés, avec le scénario qui est beaucoup plus sharp, beaucoup plus dynamique. C'est pas un épisode des années 80-90, mais il y a cette touche indéniable que les personnages sont compris. Ils ont un historique qui a plus de 40 ans et on n'est pas trahi. En fait, il y a du fan service et en même temps, il y en a pour Marie-Paul qui j'en suis sûre, découvre beaucoup de choses et qui apprécie sans doute. Donc il y a aussi bien pour les anciens que pour les nouveaux. Ah bah Marie-Paul, elle pourra nous en parler bientôt parce qu'elle sera là dans l'épisode prochain. Et toi, Manon ? J'ai envie de dire qu'il me tarde la semaine prochaine, ce qui était quand même pas forcément le cas sur les 2 saisons précédentes de Picard. Du coup, c'est quand même le grand changement sur cette saison 3 et hâte d'en savoir plus sur les mystères qui restent à lever, notamment autour du personnage de Jack, que moi vraiment j'aime bien. Donc hâte de la suite et je t'aime Jonathan Frakes, voilà, c'est un bon résumé. Et toi, Quentin ? Ouais, pareil, je suis à fond. Puis en plus, c'est super, un épisode par semaine, ça nous laisse le temps de un peu théoriser, de repenser à tout ça et tout. Je trouve ça vraiment chouette. Et j'en ai pas parlé au départ, je crois, mais j'espère qu'on reverra Diana quand même. Parce que là, le dialogue, même si c'était à distance comme ça, était superbe. Et ça m'avait vraiment embêté, le statu quo de Riker du début de saison. Ah bah non, finalement, ça va plus entre nous, alors qu'on les avait laissés finalement pas très longtemps avant bien ensemble. Je trouvais ça vraiment dommage. Et j'espère que ça se conclura de façon intéressante, ce truc-là. Mais ouais, c'est non, sûr, tous les personnages vont revenir et auront des scènes tous ensemble. Donc, comme je disais à Romain Brami, il avait la peur que Star Trek fasse la même erreur que Star Wars, c'est-à-dire ne pas réunir les anciens personnages. Là, on sait qu'ils ont des scènes où ils seront absolument tous ensemble. Donc, bon, bah, tant mieux. Là, sera là également, quoi. Et puis voir un peu comment ils vont recoller du coup la partie B, Worf, Raffi, tout ça. Ouais, j'ai hâte, très curieux. Ouais, moi Raffi, elle m'a un peu manqué, c'est vrai, donc j'ai hâte de la retrouver. Ah mais Worf, il m'a carrément manqué et j'adore son look, cheveux blancs, Pareil. barbe blanche et tout. Il a un look incroyable. Michael Dorn me manque énormément. Il est extraordinaire. Moi, je veux voir Worf. Je veux une série Worf. Et il y a des gens qui réclament une série Worf depuis 30 ans. Mais ouais. Il y a 5 ans, j'ai signé la pétition pour qu'il ait sa série Captain Worf. Parce qu'il a écrit un pitch, il a fait tout un truc, il a été voir la Paramount, il a présenté son truc. Donc, il y a vraiment eu une poussée des fans et de l'acteur pour que ça se fasse. Bon, la Paramount n'était pas du tout intéressée. Mais peut-être que maintenant, on ne sait jamais. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, tout le monde. Alors, on va faire un petit tour de promo. Là, il y a des podcasts Tales from the Sewer qui vont sortir sur le Tortue Ninja avec Manu la semaine prochaine, je crois, ou en tout cas bientôt. Ils vont nous parler du film Tortue Ninja qui est sorti l'année dernière, enfin le téléfilm tiré de la série, la dernière série animée en date qui était sortie sur Netflix l'année dernière et que j'ai vu moi la semaine dernière et que j'ai trouvé super. Donc j'ai hâte d'écouter ça. Il y a le podcast sur la saison 5 de X-Files qui sort lundi. Donc c'est notre plus long podcast, il fait 3h44 alors que c'est la saison où il y a le moins d'épisodes, mais on avait tellement de trucs à dire et franchement c'est pas la meilleure saison, mais c'est peut-être le meilleur podcast à écouter. Donc voilà, donc on a plein de choses à vous faire écouter sur le coin pop et bien sûr revenez samedi prochain ou dimanche prochain parce qu'en fait les semaines qui vont venir, je sais qu'il y a des gens qui ont pris l'habitude d'écouter le podcast le samedi midi.
Mais vu mes activités dans les semaines qui viennent, il est probable que des fois, le podcast sorte plutôt le dimanche. Donc voilà, et toi Manu, et toi Quentin, qu'est-ce que tu as de beau là en ce moment de prévu ? Alors pas grand chose. On a sorti récemment un podcast sur la filmographie de Michael Bay, dont je suis quand même très content. Vous pouvez jeter une oreille même si vous n'aimez pas le monsieur. Je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à apprendre. On avait invité Robert Ospian, spécialiste du monsieur, pour ce podcast-là. Mais sinon, non, pas grand chose d'autre. J'espère pouvoir enregistrer prochainement un petit podcast avec Manu pour vous parler d'une des meilleures séries de ce début d'année 2023. Mais sinon, pas d'autres projets pour l'instant de ce côté-là. Et toi Manon ? Alors c'est bête parce qu'à une semaine près j'aurais pu avoir quelque chose d'exclusif à vous annoncer, mais disons que je travaille sur une exposition BD, mais je peux pas vous dire, une exposition comics pour être exact, mais je peux pas vous dire encore ce que c'est. L'annonce sera faite dans une semaine et je pourrai enfin en parler librement, mais voilà. Ok. Donc il faut te suivre sur Twitter du coup. Ouais, exactement. Ça fait juste presque 8 mois que je voudrais en parler, mais bientôt. Ok. Et toi Marina, toujours pareil ? Toujours mes podcasts Insights of Tomorrow pour le boulot. Le premier sur la mobilité avec le bouquin d'Emmanuel Brault qui s'appelle Walter Kurtz à l'état pied. Le suivant, ce sera Symphonie atomique sur le développement durable. Et c'est en ce moment, il est en tête de gondole à la FNAC. C'est impressionnant. Et c'est écrit par Étienne Quinge. Et sinon, côté ce que je mate à la télé en ce moment, c'est 100% Pedro Pascal. Parce que j'ai commencé la 3e saison du Mandalorian, j'adore. Et j'ai presque j'ai presque rattrapé les épisodes de The Last of Us, que j'adore aussi. Et je dois dire que je binge-watch. Les épisodes sont très longs. Et sinon, j'ai acheté une BD pour Maxime, mon petit garçon de 5 ans. Et on lit Le Veilleur de brume. Alors, c'est pas vraiment de son âge, mais en fait, c'est super bien dessiné. Alors, je saute toutes les parties où il est question de mort, de trucs comme ça, ou alors je bidouille un truc. Mais on en est déjà, je crois, à plus de 100 pages. C'est une énorme BD. Et Maxime accroche, il adore les dessins. Voilà, c'est tous les soirs, en fait, c'est la série des 5 ans et plus, et c'est génial. Le Veilleur de brume, je recommande pour les jeunes et pour les adultes comme moi, c'est super. C'est noté. Bon, moi, personnellement, je suis en train de rattraper Fleabag, que j'avais jamais vu, et j'adore. Donc, d'ailleurs, après avoir fini l'enregistrement, je vais finir la saison 1. Donc du coup, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Alors n'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, merci de nous mettre 5 jolies petites étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez, et que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook ou sur notre site podcast.lecadranpop.fr. Je vous souhaite à toutes et tous une longue vie et tout plein de prospérité. Bye bye. Merci, salut. Salut. Program complete.